Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission. C'est l'heure du foot. 13e numéro de la saison, le deuxième pour cette nouvelle année 2021. Pour aujourd'hui, nous reviendrons bien sûr longuement sur la 7e journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 qui s'est disputée et qui se dispute sur 3 journées. Alors c'était vendredi, samedi et bien sûr cette 7e journée se clôturera ce lundi avec 3 rencontres des clubs qui avaient joué bien sûr la Ligue des champions africaine, à savoir le Chabab Riadi de Belouizdad, Mouloudia d'Alger et la Coupe de la CAF pour l'AGS Kabylie. Nous reviendrons également sur les nouvelles des Fenech et des joueurs algériens évoluant à l'étranger. Puis bien sûr, nous parlerons de l'Union nord-africaine avec bien sûr le tournoi UNAF des U17 ans qui se déroulera à Alger à partir du 18 de ce mois de janvier. Les petits Fenech se préparent hâtivement afin d'affronter les deux clubs qui feront partie également de ce tournoi, à savoir la Libye et la Tunisie. Une seule place qualificative à la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc. Pour cette occasion, j'ai le plaisir d'avoir ce soir comme invité le DTN adjoint, directeur technique national adjoint, chargé de la formation et du développement et de l'élite, donc Abdelkarim Ben Ouda. Bien le bonsoir, heureux de vous avoir parmi nous, Abdelkarim. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur le plateau. Et surtout avec c'est Abdenor, très heureux d'être parmi vous. Et espérons que cette rencontre va nous permettre de parler sur évidemment tous les projets de la fédération concernant la DTN pour l'année 2021. Eh oui, et c'est l'objectif de votre donc venue avec nous ce soir. Également présent, Abdelnour Kawa, fidèle à l'émission. Bonsoir Abdelnour. Bonsoir Hakim et bonsoir à notre ami Abdelkarim. C'est un vrai plaisir de le retrouver aujourd'hui avec nous. Et il va certainement nous donner beaucoup de renseignements justement concernant toutes les équipes nationales et leurs projets qui doivent être normalement très intéressants. Et puis bien sûr, dans la partie litige, on retrouvera tout à l'heure, litige arbitrage, bien sûr, notre ami Dr Bichari, Mohamed Bichari, ex-arbitre international, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous faire le point sur ce qui s'est passé lors des 7 matchs de cette 7e journée du championnat professionnel de Ligue 1. Allez, sans trop nous attarder, on va entamer cette première partie en parlant bien sûr du championnat d'Algérie, championnat de Ligue 1. Abdelnour Kawak, première question, comme j'ai l'habitude de faire avant de développer toutes les rencontres qu'on a en notre disposition. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir pour cette 7e journée? Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la bonne santé de l'entente de Sétif. Le réveil de certaines équipes aussi. Le réveil également de certaines équipes. Bon, sur les 7 matchs qui ont été joués avant-hier et hier, il y a 2 équipes qui ont gagné à l'extérieur, à savoir Sétif et Ain Lila. Toutes les autres équipes qui ont reçu ont gagné, donc il y a moins de matchs nuls. Ouais, il y a 15 buts au total. Et la décantation commence vraiment à se faire. Il y a donc voilà, l'entente qui prend le large. L'entente qui prend le large, entre guillemets, parce qu'il faut compter également avec le Mouloudia qui a 2 matchs retard. Ouais, le CRB 3. Le CRB 3. Bon, est-ce que c'est une bonne chose de cumuler comme ça des matchs retard puis les jouer par la suite? Je ne sais pas si ça ne va pas trop les handicaper. Mais toujours est-il que Sétif actuellement est en bonne santé. Abdelkarim, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire depuis l'entame de la saison sur ce championnat de Ligue 1? 38 journées, ça va être compliqué, sans parler bien sûr de la Coupe d'Algérie qui démarrera dans quelques temps, mais également la suite de la Ligue des champions et la Coupe de la CAF. Effectivement, ça sera compliqué surtout pour les équipes qualifiées pour la Champions League et la Coupe de la CAF. Mais c'est vrai que nous constatons, par exemple, comme l'entente de Sétif qui a fait sur une victoire, et ça fait plaisir parce que l'équipe, même sur le plan jeu, on voit qu'il y a un plan de jeu, il y a beaucoup de mouvements des joueurs. Et aussi, il y a des émergences de jeunes joueurs. Et c'est surtout ça avec le Knaoui. Voilà, c'est ça, c'est la problématique qui se pose pour les clubs professionnels. C'est comment faire émerger d'autres talents, des jeunes à 19 ans, à 18 ans, à 20 ans. Et c'est le cas de beaucoup de nations de football qui font confiance aux jeunes. Eh oui, et c'est le rôle du turnover pour les entraîneurs qui doivent le mettre en application. Allez, tout de suite, jingle pour la Ligue 1 et on parle des matchs qui se sont disputés ce vendredi et ce samedi. Et allez, on va démarrer avec le derby des hauts plateaux, ce match qui avait opposé le Kaba de Borj Bouareredj qui, bien sûr, espérait la réception de l'entente de Sétif pour tenter de glaner des points à domicile à Borj Bouareredj. Ce n'était pas le cas. L'entente a survolé
Cette rencontre, le résumé et le commentaire de la rencontre Kaba Borj Bouarerej, entente de Sétif. Le sujet est signé Saïd Fellek. Le derby des hauts plateaux qui a opposé le Kaba Borj Bouarerej à l'entente de Sétif s'est transformé en véritable leçon de football, tant les Sétifiens ont outrageusement dominé les débats. Et pourtant, la partie s'est jouée au stade du 20 août de Borj Bouarerej. Les Noirs et Blancs ont lancé les hostilités très tôt dans le match dès la 3e minute avec cette belle frappe de l'excellent Amoura. Le gardien Si Mohamed était à la parade. Les visiteurs maintiendront leur domination jusqu'à obtenir un penalty à la 17e minute de jeu suite à cette faute commise sur Dermoum. Un penalty qui sera transformé de fort belle manière par l'Awafi. À la demi-heure de jeu, le Kaba essaiera de mettre en difficulté l'arrière-garde sétifienne grâce à ce slalom signé du latéral gauche Toufir Zerdan, mais son tir manque le cadre. Une action qui aurait sans doute mérité une meilleure finition. 9 minutes plus tard, Amoura, entre 3 défenseurs adverses, réussit à servir sur un plateau son coéquipier Guicha, qui, sans grosse difficulté, met le cuir dans les filets. À 1 minute de la fin de la première mi-temps, Amoura, encore lui, lancé en profondeur, met le gardien Si Mohamed dans le vent et du pied gauche ajoute le 3e but pour Sétif. Le jeune Amoura continue de briller en Ligue 1 en faisant preuve d'une efficacité impitoyable devant les buts. Et c'est sur ce score de 3-0 en faveur de l'entente que l'arbitre Lotfi Boukouessa sifflera la pause. Au retour des vestiaires, l'ESS maintiendra sa domination et obtiendra un nouveau penalty après cette faute commise dans la surface sur le rentrant Fellahi, un penalty totalement justifié. Guicha pour le tirer et pour s'offrir le doublé. Un match qui tourne à l'humiliation pour le Kaba avec ces images poignantes des joueurs bordiens littéralement abattus. Borj Bouarerej réussira tout de même à réduire l'écart grâce à Rahba qui a profité de l'excellent travail réalisé par Saïdi pour tromper la vigilance de Rdeiria. Insuffisant néanmoins puisqu'en fin de match, le Malien Malik Touré, qui venait tout juste de faire son entrée en jeu, profitera du mauvais dégagement de la défense pour mettre KO cette équipe du Kaba et clore le score à 5 buts à 1. Dépité par cette énième défaite, le coach Bilal Ziri annoncera à l'issue de la partie sa démission. كل ديربي ما عندوش حتى منطق، ما عندوش حتى لوجيك وما عندوش حتى معناها سيتياسيون ما فماش معناها لي ديربي ديما يقعدوا بالمفاجآت نتاعهم، يقعدوا معناها ماتش سبيسيال معناها بالعكس بوتيتر لونترونور الرول نتاعو في الديربيات هو انه يطيح شويه التونسيون نتاع الملاعبيه باش ما تكون تم اكسي. دونك هذاك اش حاولنا نعملوا في وسط الاسبوع، دونك ولكن اكدنا على اهميه 3 نقاط. مازلنا باش نحكيو على الكلاسمون بدايه موسم معناها لوبجيكتيف مع الملاعبيه الكل سي غاني لو ماكسيموم دو بوان وفي اخر لالي نعملوا البيلون ونشوفوا نحن فين ماشيين. Voilà donc 5 buts à 1, le carton de cette 7e journée à Abdelnour Kawa, l'entente de Sétif qui frappe fort face à Borj, un derby. On a entendu Nabil Kouki, un derby, c'est toujours particulier donc de le jouer, ça se joue surtout moralement pour les joueurs. Oui, mais un derby, c'est en fonction également des effectifs que nous avons. Quand on voit un peu l'effectif de Sétif et celui de Borj, il y a une grande différence. Et Borj est en train de souffrir déjà depuis la saison passée. Ils ont de gros problèmes financiers, ils ont un problème administratif, et des joueurs qui ne sont pas payés depuis une éternité. Et là, ça se répercute évidemment sur la qualité du jeu.
Là, on a vu un match à sens unique pendant 90 minutes. Borj a essayé de réagir quelque peu, mais c'était pas bien orchestré. Là, Sétif s'est baladé pratiquement pendant et 5-1. Moi, je pense que c'est fort, bien payé pour Borj, pour l'équipe de Borj. Pour l'équipe de Borj. Ben Aouda, Nabil Kouki, qui insiste encore, qui fait confiance à des jeunes, à l'image de Amoura, qui est parmi les meilleurs buteurs, 5 buts, meilleur buteur du championnat. Donc ces jeunes qu'on est en train de voir durant cette saison dans différents clubs, ce sont des jeunes qu'il va falloir à tout prix encadrer, récupérer, pourquoi pas intégrer aux équipes nationales que nous avons dans les différentes catégories. Bien sûr, le département des suivis des joueurs, on est sur ça. On voit tous les matchs pratiquement et on essaie de suivre avec les responsables techniques au niveau des clubs l'émergence de ces joueurs et à partir de là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'échéances. On a la CHAN, on a les Jeux méditerranéens, donc c'est important pour nous de préparer des sélections compétitives et ce qui nous aide dans tout ça par rapport au U20, au U17, c'est que, par exemple, si je prends le cas des U20 et l'élimination en Tunisie, c'est parce que pratiquement tous les joueurs ne jouent pas en senior. Et à partir de là, le manque de compétitivité de nos joueurs par rapport aux pays maghrébins, on prend la Tunisie, le Maroc, même la Libye. La Libye, ils ont 3 joueurs qui jouent en Ligue 1 en Tunisie. Donc c'est ça la différence dans le plan de compétitivité. Maintenant, Steph, l'entente de Sétif, fait confiance et c'est le rôle de l'entraîneur. Espérons pour les autres clubs aussi, il y en a beaucoup de talent. Il y a des joueurs pétris de qualité. Reste maintenant de donner cette confiance à nos jeunes pour qu'ils puissent être compétitifs. Les académies qui vont reprendre leur rôle, qui vont démarrer donc dès ce mardi avec la première académie donc, qui va reprendre ses activités pour ces jeunes à partir de mardi. Oui, c'est la deuxième académie. La première académie, elle est opérationnelle, ça fait une année. À Khmis Meliana, voilà. Il y a 28 joueurs, des jeunes talents qui sont formés là-bas, des 2004 et 2005. Le deuxième projet phare de la fédération, c'est le lancement de la deuxième académie de la FAF. Une opération qui a duré quand même pratiquement une année. On a fait un grand scouting à travers le pays, dans les 9 régions, où on a fait une opération de détection qui a touché, disons, les 3500 enfants, 2006-2007. Après, il y avait une liste, une liste élargie de 91. Et puis, la liste définitive, elle est d'environ 56 enfants qui vont rejoindre dès ce mardi le CTR, c'est le Centre Technique Régional de Blabès. Et c'est tout nouveau. Tout nouveau. Et puis, par la même occasion, je remercie le MGS qui a mis à notre disposition ces centres qui ont été réhabilités par la fédération. Beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Mais lorsqu'on investit sur les jeunes, je pense que c'est important. Le retour c'est l'avenir, du football algérien. Deuxième match, oui, Non, je voulais revenir justement sur ce que disait Abdelkrim. C'est bien d'avoir des académies régionales, que ce soit Belabès, Armis, peut-être dans d'autres encore Tlemcen, je pense, Saïda. Tlemcen, c'est les centres de formation. Mais l'idéal, bon, puisque nous avons épousé le professionnalisme depuis 10 ans, c'est que les clubs puissent avoir leur propre académie. Exactement. Là, d'abord, il y aura beaucoup plus d'enfants qui seront détectés et un travail de fond pourra se faire. Parce que là, quand on voit, bon, moi je prends l'exemple tout à l'heure de Amoura. Amoura était à l'école de police de Gijel, qui est une école qui travaille depuis quand même pas mal de temps. Maintenant, quand on va avoir un jeune, il faudrait qu'il soit pratiquement complet. Exactement. Non seulement sur le plan physique, sur le plan mental, et surtout sur le plan technico-tactique. Exactement. Donc chez ce gosse-là, des Amoura, il doit y en avoir... des centaines. Des centaines, bon, pour ne pas trop... Mais le plus important, c'est que demain, les clubs puissent avoir leur propre académie. Et voilà. C'est dans ce sens, Hakim, qu'on salue le lancement prochain de l'académie de Sétif. J'allais en parler de Sétif, c'est là on en a parlé. Et pour nous, pour nous, beaucoup de personnes, ils ont parlé pourquoi la fédération fasse comment dire, la création de ces académies. Donc la FIFA elle a salué notre démarche de créer des académies. Et même la
chambre de compensation de la FIFA nous autorise à créer notre propre club. Chose qui est des fois mal vu. Mal vu. Et puis non, c'est surtout qu'il y a une méconnaissance des règlements de la FIFA qui autorise la fédération. Puis on parle de développement. Lorsqu'on parle de développement, donc on parle des académies, des centres de formation. Je salue le travail qui se fait au niveau de l'entente de Sétif et aussi du CRB Belouizdad. Aussi de l'USMA qui vont lancer, ils sont sous le projet de leur centre de formation. Voilà, lorsqu'on voit même la GSS Saoura, ils passent pour l'académie et maintenant ça sera, comme disait Abdelnour, c'est que nous espérons que les clubs professionnels créent leur propre académie et ça sera salutaire pour le football algérien. C'est dommage également, entre parenthèses avant de passer au prochain match, c'est dommage également pour les clubs formateurs. On connaît l'OMR, on connaît le RCK, on connaît l'Asmodoran, on connaît le MCO. C'était des clubs qui étaient dits formateurs. Aujourd'hui, on ne voit plus des joueurs sortir de ces clubs. Le plus gros problème, si vous permettez, Hakim, le plus gros problème, c'est des infrastructures. Actuellement, bon, la fédération vient d'acquérir le centre de Belabès. Ils ont acquis le centre de Rmis Miliana. Il y a maintenant le CETIF qui va créer sa propre école, le CRB également, le projet de l'USMA également. Mais il faudrait que ces écoles se vulgarisent pratiquement au niveau de tous les clubs de la première division et pourquoi pas de la deuxième division. Maintenant, il est temps, 10 ans après le lancement du professionnalisme, parce que quand on parle d'équipe professionnelle, le centre de formation est obligatoire. Exactement. Donc voilà, on est en train de perdre beaucoup de temps et ça se répercute, tout à l'heure Abdelkarim m'en a parlé, ça se répercute sur les jeunes catégories qui manquent. D'abord, ils n'ont pas l'âge d'entraînement nécessaire pour pouvoir être à la hauteur des échéances. Et puis ils n'ont pas de formation complète. Et en-delà et si vous permettez encore une petite seconde, et ça c'est à l'adresse de la direction technique nationale, il faudrait commencer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, former des formateurs. Des formateurs, des U15, des U17, des U19, des U20, etc., que ça soit une spécialité, Une spécialité dans les jeunes catégories. On va en reparler tout au long de cette émission. Deuxième match pour cette 7e journée, c'est le RC Relizane qui, pour sa part, recevait l'US Biskra Abdelnour Kawa. On va commenter ce match ensemble. Et donc, Relizane qui frappe fort, on va dire, qui s'impose sur le score de 2-0 face à l'US Biskra grâce à Chedli, 60e, et Barket, 76e minute de jeu. Au vu de ce match-là, la première mi-temps était assez équilibrée. Biskra s'était créé quelques occasions, mais qui n'étaient pas nettes. Mais en deuxième mi-temps, Relizane a fait une très bonne deuxième mi-temps. Et là, marqué 2 buts, ça a été c'était évident en définitive, puisque Biskra avait un peu lâché. Et ils en ont profité pour marquer 2 buts. C'est une victoire qui permet de souffler à Relizane. Et maintenant, c'est Biskra qui est un peu qui se retrouve un peu parmi les clubs qui sont en difficulté. Au bas du classement. Voilà, donc ça c'était le premier but, donc 60e minute de jeu, signé donc Chedli, et puis Barket, 76e, qui signe la victoire du RC Relizane sur le score de 2-0 face à l'US Biskra. Et voici le deuxième but pour cette formation de Relizane. Manque bien sûr de surveillance, et voilà le joueur Barket qui se retrouve seul face au but afin de mettre ce ballon au fond des filets. Abdelkarim, sur ce match Relizane, on pensait qu'ils allaient avoir des difficultés. Même ils ont démarré la saison très difficilement, beaucoup de problèmes financiers, de préparation. Aujourd'hui, on voit cette équipe de Relizane qui crée de temps en temps la surprise. Oui, bien sûr, parce que tout d'abord, on est au début de championnat. Si on se réfère à 10 ans, à 6 journées, à 7 journées, jusqu'à 10 journées, donc les équipes qui ils ont mal débuté l'entrée en compétition, on voit qu'ils reviennent tout d'abord sur la manière de jouer, parce que le score des fois c'est pas évident de gagner des matchs. Voilà, mais on a vu qu'il y a des équipes qui produisent un bon football, de mouvement, des joueurs qui jouent, des entraîneurs qui jouent sur les attaques rapides, des attaques placées. Et on voit qu'il y a des changements, même des plans de jeu au cours des matchs chaque week-end. Maintenant, c'est vrai que Relizane revient, tant mieux pour eux, parce que ça sera difficile au cours de la saison pour que les équipes qui n'ont pas de moyens, surtout c'est un problème d'effectif,
Le championnat est lent et il faut savoir maintenant aussi, on a les équipes professionnelles, ils ont aussi les U21. Donc s'il y a des joueurs qui peuvent émerger et qui peuvent renforcer l'effectif des seniors, ça sera bénéfique tout au long du championnat. Surtout avec la nouvelle réglementation de la fédération, plusieurs licences, il n'est pas question de dire qu'on n'a pas assez de joueurs. Exactement. Même la catégorie réserve peut intégrer jouer chez les seniors, donc plus d'excuses pour les clubs professionnels. Maintenant, ça va être à l'équipe qui a le meilleur effectif, hein, que ce soit au niveau, le meilleur banc de touche. Le meilleur banc de touche. Il y en a quelques-unes. Et malheureusement, on voit des équipes, par exemple, qui viennent d'accéder à l'image de Skikda, de Medea, Magara, qui viennent d'accéder, Tlemcen. Qui ont des difficultés, Tlemcen, etc., qui commencent un peu ce championnat en essayant de trouver un équilibre. Pour l'instant, Skikda est en train d'aligner des résultats plus ou moins positifs. Piskra jusqu'à maintenant n'avait pas perdu, c'est leur première défaite. On est en train de voir Medea qui arrive quand même, ils ont quand même battu l'Usma. Première victoire également. Voilà, deuxième victoire pour Medea. Mais ça va continuer à se décanter. Maintenant, ça va être à l'équipe qui aura le meilleur effectif et qui pourra utiliser pratiquement, parce qu'avec 15 ou 16 joueurs, on ne peut pas tenir 38 matchs, surtout les équipes qui sont engagées maintenant dans les plusieurs fronts. Donc, ça va être au plus performant et au plus endurant. Allez, vous avez parlé bien sûr des équipes qui viennent de gagner leur premier match. Une équipe également qui vient de signer sa première victoire, c'est le Nasr Hussein Dey qui recevait au stade du 20 août 55 l'ASO Chlef également. Une équipe qui nous a montré du beau jeu, qui a montré de très très belles dispositions depuis l'entame de cette saison. Malheureusement, hier, ils ont perdu face au Nasr Hussein Dey au stade du 20 août 55. Le résumé de cette rencontre, il est signé Fatah Abada. On se retrouve juste après. C'était le match de la dernière chance avant de sombrer dans une crise pour le NED, qui accueillait la coriace formation de l'ASO Chlef, qui franchement nous a habitués à mieux lors des précédentes journées. La première période verra l'équipe locale prendre d'entrée le jeu à 50. On assistera d'ailleurs à une domination territoriale en faveur du Nasriya, face à une formation de l'ASO amoindrie par l'absence de plusieurs titulaires, dont le buteur maison Qaddour Beljilali ainsi que Boulaouidet et Benguerina, et qui s'est recroquevillé en défense en optant pour un jeu fait de contre. Une domination nehdiste toutefois stérile, sans véritable occasion de scorer de part et d'autre. Une première période bien terne, avec une formation nehdite plus offensive, mais sans créativité aucune. La seconde période sera plus animée et plus disputée que sa devancière, avec une formation nehdiste volontaire face à des chélifiens qui ont commencé à sortir petit à petit de leur camp. Après une entame nehdiste, le Nasriya va subir un coup du sort, avec l'expulsion de Wadji qui a perdu son self-control, certainement à cause de la pression, et qui va mettre son équipe dans la difficulté à la 62e minute, lorsque le référé Mustafa Gharbel n'a pas hésité à sortir le carton rouge, malgré que la faute était pour Wadji. On pensait d'ailleurs que le match allait basculer du côté chélifien, mais le ballon de Tahar n'a pas trouvé le chemin défilé à la 82e minute. Un ratage que les visiteurs vont finir par regretter, avec cette jolie combinaison offensive nehdiste conclue en beauté par Seammar, qui offrira pour l'occasion 3 précieux points à son équipe en infériorité numérique. Au final, le Nasriya va réussir à signer son premier succès de la saison face à des chélifiens qui auront raté le coach en seconde période. Abdelnour, en plus, avec le départ de Leknaoui donc la semaine dernière, le NED se réveille, enfin les 100 et or qui se réveillent devant une équipe de Chlef. Un match où il ne s'est pas passé grand-chose, on a vu. Bien que la qualité de jeu ne soit pas au top, c'est un match qu'il fallait gagner, ils l'ont gagné. C'est 3 points qui vont leur permettre d'appréhender le futur, en attendant bien sûr d'avoir un entraîneur. Pour Chlef, ce qui concerne Chlef, c'est Moussi qui a pris l'équipe depuis le début de saison. Est-ce que c'est lui qui va
qu'il va continuer à travailler jusqu'à la fin de saison? Est-ce qu'on peut lui ramener un autre entraîneur? Donc, Schlefan nous a habitués à mieux voyager. Là, ils sont passés, ça a été un match qui a été très très moyen. J'espère qu'ils vont pouvoir par la suite reprendre un peu du poids de la bête pour essayer de rester au niveau où ils sont, puisqu'ils sont actuellement au milieu du tableau. Au milieu du tableau. Nahd Aïsso? Oui, Nahd, malgré qu'ils n'ont pas fait un bon match, mais l'essentiel a été fait parce que avoir les 3 points, c'était très important. Des fois, on ne fait pas des bons matchs, mais pour passer une crise pareille de résultats, il fallait gagner. Donc tant mieux pour le Nahd. L'ASO, c'est vrai que c'est une équipe qui est des hauts et des bas, mais le match en lui-même, c'était un match juste moyen. Je salue au passage l'arbitrage qui était à la hauteur. Je voulais vous poser la question, le Nasr Hussein Dey qui nous avait habitués il y a une saison, 2 saisons de cela, d'aligner des jeunes. Pour cette saison, beaucoup de départs, un changement pratiquement catégorique de tout l'effectif. C'est vrai que ce n'est pas évident de démarrer une saison avec de nouveaux joueurs. Bien sûr, le changement, la stabilité au niveau des effectifs et au niveau des staffs. Maintenant, il y a une politique de recrutement, une philosophie de club qui voit faire des joueurs, recruter des joueurs à l'âge de 28 ans, 29 ans. Il y a des clubs qui sont dans la... Alors qu'ils avaient de très bons jeunes. Hein, exactement, c'est un club formateur. Le NAD a exporté toujours des joueurs, surtout en Tunisie. Il y a 3 ou 4 joueurs qui font le bon nom des clubs tunisiens. Maintenant, voilà, s'il continue sur la formation, tant mieux. Mais s'il y a un changement de cap concernant le recrutement des joueurs âgés, voilà, c'est une autre façon de voir. Vous savez, Hakim, que la moyenne d'âge au niveau de la ligue professionnelle, elle est de 28,7. C'est-à-dire tous les effectifs au niveau de la Ligue 1 sont pratiquement retraitables. C'est un effectif vieillissant. Retraitable, voilà, pour la plupart. Là, il fait bien de le dire, parce que là, si on enlève un peu Sétif, le NAD, bon, même le NAD, hein, ils ont 3 ou 4 anciens, mais la majorité des jeunes, il y a beaucoup même le Parado, c'est le Parado également. Ouais. Donc, ça va faire augmenter la moyenne d'âge des autres équipes. Hein. Il y a des équipes qui tournent à 30 ans. Hein. À la trentaine. Donc, oui, maintenant, quand on parle de jeunes, moi j'avais suivi tout à l'heure la question d'El Kouki, quand il avait dit, et c'est une vérité, si à 18 ans on n'est pas capable de jouer en senior, à quel âge on pourra jouer. Donc voilà, c'est un peu ça. Allez, 4e match, le CS Constantine, également un derby à l'est du pays. Le CS Constantine qui se devait lui aussi de faire un résultat recevait la fameuse équipe de l'AS Ain Mellila. Ain Mellila qui, on le rappelle, elle aussi avait enregistré donc une première victoire. Et là, ils sortent également encore le grand jeu face au Senefer. Qui sont donnés pour intraitables, surtout à domicile. Mais là, pour cette saison, ce n'est pas le cas pour le CS Constantine. Tout d'abord, ils n'ont pas reçu chez eux, ils ont reçu donc le nouveau stade. Non, ils ne connaissaient pas le... Parce que Shahid Hamlaoui est en réflexion. Voilà. Hamlaoui est en réflexion, et puis même la pelouse de Ben Abdelmalek était pratiquement impraticable. Ils ont joué donc au Khroub. C'est la première fois qu'ils reçoivent sur ce terrain-là. C'est pratiquement un terrain neutre, et d'autant plus qu'il n'y avait pas de spectateurs. Donc le CSC est motivé en plus par leur galerie. Cette année, bon, c'est un véritable kidnapping, hein, parce que le match allait se terminer 0-0. À 93e, on va le voir, hein, donc le but... À tel point que Abdelkader Amrani avait quitté le terrain avant la fin du match, ce qui signifiait qu'il était partant. Bon, maintenant, on voit le sait. Non, il revient de meilleurs sentiments. Tout à l'heure, Abdelkarim avait parlé de stabilité, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau des staffs et surtout également au niveau des dirigeants. Exactement. Parce que quand on voit tous les chamboulements qu'il y a eu à peu près depuis 3-4 saisons, ça n'augure pas de bonnes choses, hein, pour certains clubs. Hein. Ah mais c'est dommage, alors qu'on va voir ici le but assassin marqué en toute fin de rencontre dans le temps additionnel, 93e minute de jeu. Ce but qui permet donc à l'équipe de Ain Mellila de s'emparer des 3 points et bien sûr d'embêter un petit peu Amrani et le CS Constantine, hein, qui espérait sortir vainqueur de cette rencontre. Pareil pour Ain Mellila avec Abdelkader Yaïch qui fait un excellent travail. En douceur. En douceur, tout en silence. Tout en silence.
On félicite notre ami Yaesh pour le travail qu'il fait au niveau du club d'Ain Ilma. C'est pas évident, c'est pas facile, mais toujours est-il, l'équipe d'Ain Ilma, je la suis depuis les débuts de championnat. Il y a une composante de joueurs, d'excellents joueurs, mais même il y a des lancements de quelques jeunes joueurs. Tant mieux pour l'équipe. Maintenant, c'est vrai que le CSC, des fois, l'instabilité au niveau des dirigeants et au niveau de la philosophie du club pour qu'ils puissent avancer sur leur formation et surtout sur les jeunes. Des fois, voilà, ça ne marche pas. Tant mieux pour les clubs qui sont formateurs. Inch'Allah, on aura des clubs aussi performants. Justement, vous avez parlé de stabilité, je vous reposerai tout à l'heure la question. On est en train de voir que depuis l'entame de la saison, déjà 7 entraîneurs, soit ils ont jeté l'éponge, soit ils ont été remerciés. On ne va pas les citer. Le tout dernier, donc tout à l'heure on l'avait vu, c'était l'entraîneur du Kaba Borj Bouarel Bilal Ziri qui jette l'éponge, qui quitte donc le Kaba. Où est-ce qu'il va aller? On avait parlé à un certain moment du Nasr Hussein Day, mais pour l'instant, rien d'officiel. On avait dit que Amrani allait jeter l'éponge. En fin de compte, vous l'avez dit, il revient à d'autres sentiments. Mais on voit qu'en cette journée, 7 entraîneurs sont déjà partis. Hakim, c'est pas normal. C'est pas normal dans la mesure où maintenant l'entraîneur a un projet de club et un projet sportif. Et maintenant, il faut donner le temps au temps parce qu'un projet, c'est pas du jour au lendemain, on voit des résultats. Oui, c'est sur 4 ans, 5 ans, et c'est vrai, voire et un peu plus, hein. on a surtout cette année que le championnat il est très lent, donc il faut donner le temps. tous les parce que sécuriser les joueurs c'est bien sur le plan financier, mais aussi à sécuriser sur le plan mental aussi l'entraîneur. L'entraîneur algérien travaille dans l'anxiété, travaille sous pression, des résultats, et des fois s'il n'y a pas de résultats, tout le monde jette l'éponge à la fin, et puis 48 heures après, on il repart revient. à zéro. Non, il y a retour à des meilleurs sentiments, il revient. Et je pense que c'est pas bon pour notre communication. Lorsqu'un entraîneur décide de jeter l'éponge, eh ben, il la jette. Parce que s'il sait impertinemment que le club ne lui offre pas tous les moyens de sa politique, donc ça va créer des malentendus qui va se répercuter sur les résultats. Abdelnour. Oui, enfin 7 matchs, 10 entraîneurs, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Et là, plus on va aller c'est devenu une habitude. Mais c'est vrai, plus on va aller maintenant dans le championnat, plus il va y avoir de démissions ou de limogeages, ça c'est certain. Maintenant, quand on parle de projet, quelles sont les équipes qui ont réellement un projet de jeu? Bien sûr. Quand on voit le CRB, je pense que c'est bien parti pour l'entente. Le Mouloudia cette année également. Il y a Aimlila qui Saoura, il y a quand même certains des clubs qui maintiennent quand même. Mais d'autres, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Il y a des clubs qui sont professionnels, qui essayent d'élever leur niveau à un niveau professionnel. Et puis il y a d'autres clubs qui sont à la traîne, qui sont pratiquement en... Ils se recherchent encore. Ils se recherchent encore pour essayer de trouver la meilleure solution. Mais pour moi, la meilleure solution, c'est la stabilité. Quel que soit le résultat. Bon, si on ne gagne pas aujourd'hui, on ne gagne pas demain. Après-demain, à force de persévérer, on peut remettre une stabilité dans des équipes. Malheureusement, les gens ne donnent pas le temps au temps. Et voilà. Et aux gens qui travaillent. Et aux gens également. Allez, 5e match qu'on va suivre, c'est la GSM Skikda qui elle aussi crée la surprise et s'impose à domicile face à une équipe qui voyage très très bien. La GS Saoura qui nous a toujours impressionnés, qui est pratiquement intraitable à domicile, mais qui voyage très très bien. La GSMS, elle, s'est imposée sur le score d'1-0. Le résumé de cette rencontre, il est signé Smaïd Ben Qaïdia. Dans une rencontre difficile, la jeunesse sportive de Skikda recevait la solide équipe de Saoura qui n'avait pas encore perdu de match jusque-là. Et dès les premières minutes, ce sont les visiteurs qui mettent la pression sur le gardien Bouchereb par Messoudi par 2 fois. Mais à chaque fois, le gardien Skikdi s'interposait et de fort belle manière. La réaction des Skikdi sera un peu tardive, mais sera menaçante, notamment par l'intermédiaire de Bouda, qui en fait un peu trop avec le ballon, et permettra à la défense des sudistes de se mettre en évidence et de maîtriser le ballon sur le terrain.
Encore une fois, ça sera Merzougi et ses coéquipiers, mais à chaque fois, ce sont les défenseurs qui prennent le dessus sur les attaquants Skikdi. La dernière occasion sera ce coup franc de Merzougi qui permet à Saïdi de se mettre en évidence. 0-0 à la mi-temps. De retour des vestiaires, c'est le même scénario. Ce sont les visiteurs qui mettent la pression et Belhamri trouve le gardien Bouchareb sur sa trajectoire. Merzougi, encore une fois, met à rude épreuve le gardien Saïdi. Le match s'équilibre, mais les Skikdi mettent la pression et sur cette longue action que la défense de Saoura a du mal à repousser, Zeouch en embuscade n'a aucune peine à dévier le ballon dans la cage de Saïdi à la 67e minute de jeu, inscrivant l'unique but de la rencontre. On revoit le ralenti pour apprécier le coup de tête de Zeouch. Les sudistes partent à l'attaque pour remonter le score, mais Boucherb était dans son jeu. Le score aurait pu être plus lourd si ce coup de tête de Rimita n'avait pas trouvé la claquette de Saïdi. Et l'on terminera ce match sur cette belle occasion de Merzougi qui se présente face au gardien Saïdi, mais ne profite pas de l'opportunité. 1-0, une belle victoire des Skikdi. والله كنا ننتظروا باش تكون مباراة صعيبة. الخصم فريق جي اس اس ثورة، فريق اللي يحسن اللعب ديالو خارج ملعبو، وصبنا صعوبات في الشوط الاول. ثاني كانوا عندنا فرص، حتى هو كان عنده فرص، ولكن بين الشوطين مدينا شويه نصايح، كانت شويه الاراده اللي نقول دارت لا ديفيرونس بين الشوطين. الشوط الثاني كان احسن من الشوط الاول. نقول انا هذه المباراه هذه تسمح لنا باش نرتبوا البيت ونمشيو في الامام ان شاء الله، وخاصه نصلحوا الاخطاء تاعنا بمباراه. مقابله متوسطه، يعني الاداء تاعنا اليوم ما كانش في المستوى اللي كنا ننتظروه، واكيد ان احنا ما عندناش طموح ان نفوزوا بكل المقابلات، ولكن كان من الممكن على الاقل نرجع بالتعادل. لكن هذه كرة القدم، في بعض الأحيان حتى لو ما تنتظرش أن تنهزم في مقابلة مثل هذه، ولكن ممكن الشيء اللي ممكن في كرة القدم كل شيء ممكن. Abdelnour, bon entame pour Skikda, hein, première victoire, et face à qui? Face à la Saoura, hein, donc qui n'est pas facile à manier. Bien sûr, Saoura, on connaît très bien les qualités de cette équipe. Depuis qu'ils sont en division 1, hein, ça a toujours été une équipe qui jouait les premiers rôles, puisqu'ils ont tout le temps été classés parmi les 5-6 premiers. Ils sont même partis en Ligue des Champions. Hein, maintenant, Skikda qui arrive en division 1 après une très très longue absence, est en train de faire un peu son apprentissage. L'avant-dernier match qu'on avait vu jouer ici au 20 août contre le CRB, ils ont perdu 3-2 et ils auraient pu éventuellement les surprendre en terminant. S'il y avait plus de temps. Bon, c'est une première victoire, c'est une très bonne chose pour eux. J'espère qu'ils vont continuer dans cette dynamique. C'est peut-être le déclic pour eux. Ouais. On parle de déclic, non. Pour parler de déclic, il faut aligner au moins 2-3 victoires pour ensuite pouvoir apporter. Il faut bien une première. Oui, bon. souhaitons à Skikda de faire un bon parcours dans ce championnat. Abdelkarim? Oui, un déclic, il suffit de gagner un match et le déclic c'est ça. Peut-être qu'il va ce dernier match. Maintenant, c'est vrai que Skikda c'est une équipe qui est promue en première division, donc elle découvre un petit peu le monde de la Ligue 1, le monde des professionnels et surtout des grands clubs. Des clubs doyens en Algérie. Mais Skikda, c'est une équipe aussi qui a montré depuis des années que c'est une équipe qui joue sur 4 années, ils ont raté l'accession. Maintenant, avec Eftisen qui connaît un petit peu. Un vieux briscard, lui et Mzianiril pour la Saoura également. Et
qui a de l'expérience. Saoura, c'est une équipe, elle n'a plus à prouver. C'est une équipe qui est depuis des années et des années sur une dynamique de stabilité, sur le plan administratif très important, et aussi sur une véritable scouting concernant le recrutement. Et ça, c'est la cellule de scouting au niveau de la Saoura a permis de recruter des bons joueurs à la carte, et ça a permis à l'entraîneur d'être à l'aise dans ses choix. Les deux prochaines formations en recherche de points, en recherche de victoires et en recherche de bonne forme pour cette saison 2020-2021 du championnat, l'Olympique de Médéa qui recevait au stade l'Imam Liès de Médéa la formation du Wydad de Tlemcen. Médéa qui elle aussi enregistre sa première victoire de la saison sur le score d'1-0, un match très chaud entre ces deux formations. C'est Sid Ahmed Bouraïb qui nous résume cette rencontre entre l'Olympique de Médéa et le Wydad de Tlemcen. Troisième victoire consécutive pour l'Olympique de Médéa qui confirme son regain de forme. La première occasion est à mettre à l'avantage des visiteurs dès les premières secondes du match. Sous une pluie battante, les locaux reprennent rapidement le jeu à leur compte et Bali se trouve face à face avec le gardien, mais ce dernier s'interpose. Les efforts des Médéens seront finalement récompensés puisqu'à la demi-heure de jeu et suite à un centre en retrait, Mohamed Taïb ouvre le score. Cette fois-ci, le gardien n'a rien pu faire. Les visiteurs se contentent de défendre et procèdent par des contres très rapides. Et sur l'un d'eux, un défenseur touche le ballon de la main. L'arbitre pointe le point de pénalty. Ibouzid n'égalise d'une superbe panenka. L'arbitre siffle la fin de la première période sur le score d'un but partout. En deuxième période, la vague orange déferle toujours et les visiteurs restent cantonnés en défense. Le rythme du match baisse sensiblement et le jeu se concentre au milieu du terrain. À la 70e minute de jeu, les locaux arrivent enfin à doubler la mise. Mais ayant sifflé avant que le cuir ne se loge au fond des filets, l'arbitre revient à la faute et accorde un pénalty. Hicham Khalfallah se charge d'exécuter la sentence, mais le gardien arrive à détourner le ballon. Les esprits s'échauffent et Atou écope d'un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion. En supériorité numérique, les poulains de Cherif Hadjar accentuent la pression et réussissent à planter la seconde banderie par Kmour. En toute fin de match, Bourour a également exclu. Le match s'achève sur le score de 2-1. قبل اليوم تاع قلب تاع اليوم تاع رجال فعلا نظرا للارضيه الثقيله اللي كانت اليوم بسوء الاحوال الجويه نظن بلي اليوم الفريق حقق الاهم وهي 3 نقاط. En deuxième temps, je pense malgré les conditions climatiques, malgré le regroupement de la défense de l'équipe adverse, on a bien maîtrisé le match. On a une penalty, malheureusement on a raté. Enfin, à la fin du match, on était chanceux, c'est une balle arrêtée, c'est un corner qu'on a déclenché le deuxième but. Donc victoire méritée, mais victoire dans les douleurs. J'espère qu'on va trouver cette dynamique dans le prochain match. Bien débuté le match, c'est-à-dire on a raté même des occasions nettes à scorer en première mi-temps. On a pris un but, on a su réagir rapidement. Sauf que, c'est-à-dire le match a été joué dans des conditions atmosphériques quand même très très difficiles. Alhamdoulilah ya Rabbi, فرحنا اليوم وإن شاء الله درنا نتيجة سبب اليوم والله يدوم الفرحة إن شاء الله. Grâce à cette victoire, l'Olympique de Médéa remonte à la 8e place au classement général avec 10 points, alors que le Wydad de Tlemcen reste toujours relégable. Alors j'avais dit première victoire, c'est la troisième victoire d'affilée pour l'Olympique de Médéa qui s'impose face au Wydad de Tlemcen qui se cherche encore, Tlemcen. Bien sûr, si tout semble bien pour Médéa qui est à sa troisième victoire consécutive, Tlemcen c'est un peu le point d'interrogation, ça commence à être un peu inquiétant pour eux. Ils ont essayé de faire ce déplacement pour essayer éventuellement d'avoir un résultat positif. Ils perdent ce match, donc je pense qu'à Tlemcen, la maison de Tlemcen ne va pas bien.
Bon, maintenant, nous sommes pratiquement à un 5e du championnat. Hein. Donc le championnat est encore long, mais on revient toujours au même problème. Est-ce qu'il faut laisser les gens travailler? Est-ce que la confiance va être renouvelée à chaque entraîneur? Parce que là, si on se pose la question, dès qu'un club perd un match, ça devient inquiétant, on recherche où est la faute, et le premier fusible, c'est l'entraîneur. Bah oui. Bon, maintenant, il faudrait, on l'avait dit tout à l'heure, hein, il y a 6 entraîneurs en 7 matchs, et si on continue comme ça va être une hécatombe. Ah oui, 38 journées, ça va être gros. Médéa Tlemcen, un mot sur ce match. Tout d'abord, la stabilité au niveau de l'équipe de Médéa. Je pense que Cherif Hadjar, c'est la 3e année ou la 4e année, c'est important pour un club de Médéa. Il connaît la maison, il connaît comment ça fonctionne, et puis on voit que Médéa a produit du beau jeu ces 3 dernières années. C'est important la stabilité. Et surtout ces 3 dernières journées, ils ont gagné. Exactement, et les 3 dernières années et les 3 dernières journées. Voilà. Et concernant le Wad de Tlemcen, c'est vrai que c'est un nouveau promu aussi, donc c'est difficile pour s'adapter à ce début. Il faut retenir aussi que le début du Wad Tlemcen était très difficile, il y avait beaucoup de problèmes au niveau de l'équipe, et c'est des conséquences qui sont directes sur les résultats, espérant une stabilité et bon vent pour l'entraîneur Abbas pour qui... pour l'instant, confiance maintenue. Pour l'instant. Exactement. Voilà, maintenu à la tête du village de Tlemcen, on saura ça au courant de la semaine. Et le dernier match pour cette 7e journée, c'est l'USM Belabès qui, elle, pour sa part, recevait le NC Magra. Belabès qui va s'imposer par la plus petite démarche, 1-0, mais un but qui va suffire aux joueurs de la Mekara de s'imposer et d'empocher les 3 points. Sarah Derbel nous a résumé la rencontre qui a opposé l'USM Belabès au NC Magra. Première victoire de la saison pour l'USM Belabès qui recevait l'avant-dernier du classement général, le 1C Magra en l'occurrence, qui enregistre sa 4e défaite d'affilée. En première période, les débats étaient équilibrés, les 2 équipes ont eu quelques occasions mais n'ont pas réussi à faire trembler les filets. Sur cette action, on voit bien que les visiteurs ont trouvé quelques difficultés pour percer la défense de Belabès. Après 30 minutes de jeu, les locaux obtiennent un coup franc et parviennent à ouvrir le score par le biais de Metrev qui a profité d'une erreur défensive pour offrir le premier but à son équipe. Et à quelques minutes de la fin de cette période, les coéquipiers de Demen ont failli égaliser avec ce tir de Belkoubidem qui a heurté la barre transversale. Et c'est donc avec cet avantage au score pour l'USM Belabès que les 2 équipes ont rejoint les vestiaires. Dès le début de la seconde période, les poulains de Heshmi sont parvenus à aggraver la marque qui sera refusée par l'arbitre Gamouh suite à une faute. Le Nejm de Magra va réagir, les coéquipiers de Demen ont répondu avec ce coup franc boxé par le gardien de Belabès. Celui-ci a su préserver sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final et c'est sur un score d'1-0 en faveur de l'USM Belabès que s'achève cette rencontre. ونشكر اللاعبين اللي بذلوا مجهود كبير خاصة الأغلبية تاعهم كاع من الرديف. احنا رانا دائما نقرأوا في الإجازات وحنا إن شاء الله هذا الفوز إن شاء الله اللي يخلينا باش إن شاء الله على الأقل نحضروا بارتياحية إن شاء الله بلا ما يتاحوا كما نقول لك الإجازات تاع اللاعبين تاعنا إن شاء الله. نظن في الشوط الثاني لعبنا قول 90% تاع المقابله عند الكون تاع بلعباس كوم لا بريمير ميطون يعني كيما الشوط الاول جاونا عده فرص سواء في لا ديرنيير باس يعني في اللمسه الاخيره ولا في التسديد في المرمى ربما النجاح خصتنا اليوم لا ريسيت دونك لازمنا نكملوا نعملوا هذه هي المقابله نتاعنا دونت بعض الملاحظات الهامه. Et voilà donc une belle victoire pour l'USM Belabès qui signe sa première victoire dans ce championnat qui va lui permettre peut-être elle aussi d'avoir ce fameux déclic pour la suite de la compétition. Oui, c'était le match des 2 mal classés. Hein. Belabès avant ce match-là était pratiquement dernier. Dernière du classement. Classement. Il joue contre une équipe de Magra qui est en train de souffrir depuis le début de saison. D'abord, départ de l'entraîneur. Latarache arrive comme nouvel entraîneur. C'est pas en une semaine qu'il va pouvoir faire redynamiser son équipe. Maintenant, Belabès était pratiquement... Il fallait qu'il gagne ce match-là. Hein. Donc, ils l'ont fait. Bon, même si c'est pas encore... même Belabès également, on a enregistré le départ de Lamine Borara.
Donc ce sont deux clubs qui sont en train de vivre des moments très difficiles et de se rechercher. J'espère que pour Belabès, tout comme pour Magra, on connaît tous les problèmes que Magra vit depuis leur accession en Division 1. Maintenant, moi je pense que Belabès a les ressources pour pouvoir remonter dans ce classement. Magra, ça peut être le point d'interrogation. Oui, l'USMBA, une équipe qui a toujours montré un bon visage dans le championnat national, même en Coupe d'Algérie. Donc c'est un club qui a toujours joué les premiers rôles également. Tant mieux pour eux. C'est vrai que c'est difficile pour le début de championnat avec les problèmes qu'ils ont rencontrés tout au long du démarrage du championnat. Pour Magra, c'est vrai que le changement et la venue de la Trace, ça va pas se faire dans une semaine pour changer, remodeler un petit peu tout l'effectif et donner un second souffle. Donc tout ça, on va le voir dans les prochaines semaines, c'est-à-dire dans les prochaines journées, de voir ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a un nouveau visage et un revue? Ça sera pas facile pour eux, ils reçoivent le Paradou. Donc voilà, ça sera pas facile pour Magra. Voilà, et on espère que l'entraîneur, lui, apportera sa petite touche. Allez, puisque notre ami Dr Bichari est en place, il vient nous rejoindre. Bonsoir, docteur. Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir Monsieur Kchoud, l'élégant Monsieur Kawa et votre invité de marque Monsieur Benahouda. Alors on va traiter aujourd'hui quelques situations de jeu qui ont eu pendant cette semaine, quoique ça va se terminer d'ici lundi. La première rencontre, c'est celle de l'entente décisive avec le Kaba de Borj Bararich. Le trio d'arbitres, il est composé de Monsieur Bekwa Salotfi, Monsieur Gourari, Monsieur Rimouche et le quatrième arbitre, Monsieur Daesh. Première situation de jeu où on voit que le joueur du Kaba de Borj Bararich provoque une faute par imprudence sur le joueur de l'entente de Sétif. Ça nécessite pas de carton jaune, mais le coup de pied de réparation, il est là, il est justifié. Pour la deuxième, c'est la même situation de jeu, très bon placement, coup de pied de réparation qui est logique pour l'entente de Sétif. Très bonne appréciation de l'arbitre. J'ai eu l'honneur de l'évaluer pendant cette rencontre parce que j'y étais. Il a géré son match, il a fait un très bon match sur l'ensemble de la rencontre. Alors, allez-y. Alors, deuxième match, donc on connaît l'entraîneur, l'arbitre qui a beaucoup d'expérience, c'est pas n'importe qui, donc c'est quand même un arbitre qui a énormément d'expérience en Ligue 1, mais également sur le plan continental et international. J'ai toujours dit que M. Rorbel, c'est l'élégance. Exactement. C'est l'élégance, en plus de ça, il est en pleine confiance, il a fait une finale de Coupe d'Afrique, il est en confiance, il vient de prouver encore une fois qu'il est à la hauteur. Cette situation de jeu, on voit juste que ce joueur du NED de on a l'impression qu'il est fauché. Très bien, vous avez cette impression, mais en regardant les images, vous allez voir que le joueur, il tombe avant qu'il y a il n'y a même pas de contact. Juste pour dire que le placement de l'arbitre était excellent, très bonne décision. Coup franc indirect, carton jaune pour simulation. Là, vous êtes en train de voir le carton rouge. Pourquoi? Pour crachat. Je vais dire à nos amis téléspectateurs que voilà, même on va voir l'action. C'est un crachat, c'est justifié le carton rouge. Et pour vous dire que les nouveaux amendements, vu la pandémie qui sévit dernièrement, toussé au visage de son adversaire volontairement et au visage de l'arbitre, carton rouge aussi. Ça, c'est les nouveaux amendements pour le Covid-19. Donc il va falloir faire très attention. Il faut faire très attention. Allez, juste avant de passer à la prochaine rencontre, docteur Bichari, là aussi, une rencontre qui a opposé donc, le CS Constantine. Le CS de Constantine. Voilà, CS Constantine. À Ain Mlila. Monsieur Bissiri a bien géré. C'est la seule situation de jeu où l'équipe de l'AS Ain Mlila, ils ont réclamer un coup de pied de réparation, situation normale, le bras en situation, il est sur l'épaule, le ballon vient toucher le joueur, pas de coup de pied de réparation dans cette situation, en sachant que l'arbitre, vous êtes en train de voir, son positionnement est très bien placé, pas de coup de pied de réparation dans cette situation. Et donc, pas de pénalty pour l'AS Ain Mlila qui a demandé, bien sûr, un pénalty. Allez, dernier match, il s'est passé plein de choses. C'est l'Olympique de Médéa face au Wydad de Tlemcen. Je vais m'attarder sur cette rencontre. Pourquoi? Parce que cette rencontre, elle a été gérée par M. Fassé. C'est son premier match en Ligue 1, en Ligue professionnelle. Très bonne décision. Il y a agrandissement du corps. Le ballon percute la main. Décision, juste coup de pied de réparation. Deuxième situation, coup de pied de réparation. Je vais vous dire aussi que l'arbitre, les gens vont se dire il y a but. L'arbitre a sifflé avant que le ballon pénètre dans les buts. Décision juste, coup de pied de réparation.
Il a géré très bien son match pour un premier. Vous êtes en train de voir les débats. Il a fait sortir les cartons. Justement, chaque fois qu'il y a une mêlée, il y a un carton. Il a bien géré pour un début. C'est un arbitre à encourager. Eh bien, juste avant de finir, tout le monde a parlé également d'un match très important. Vous avez vu la rencontre en même temps que nous, celle du Mouloudia d'Alger face au CS Fares. Tout le monde avait dit que le penalty pour les Tunisiens n'était pas valable, alors que c'est faux. Non, pourquoi? Il était valable. Non, non, non. Qui a dit ça? Je ne sais pas. Tout le monde disait qu'il n'y avait pas pénalty, peut-être. Alors avant le pénalty, il y a coup franc d'abord. D'accord. Pour le Mouloudia d'Alger, pour jeu dangereux de l'attaquant du Sfax. Juste après, il y a la simulation du joueur de l'attaquant sfaxien. Ça, c'est deux situations de jeu différentes. Alors, ce qui est bien, c'est que l'arbitre était vraiment très, très bien placé, M. Gassama, et il a pris une mauvaise décision. Mais il y avait une faute avant de signaler le coup de pied de réparation qui était injustement sifflé en faveur du club sfaxien. Docteur Bichari, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. On espère qu'on a été complet. Et puis voilà, pour les autres matchs, il n'y avait rien à dire sur les 3 autres rencontres, puisqu'il n'y a pas eu de litige dans les 3 autres rencontres. Et on félicite les arbitres pour la bonne gestion des matchs. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. Merci Docteur Bichari, on vous laisse partir et on se retrouve éventuellement la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. On espère qu'il n'y aura rien du tout. On aime vous avoir, mais on espère qu'il n'y aura pas de litige. J'espère que ça va continuer. Merci beaucoup Docteur Bichari, ex-arbitre international qui était avec nous donc pour ces litiges concernant ces 4 rencontres. Voilà pour ce qui a été de cette 7e journée du championnat professionnel de Ligue 1. On rappelle, 15 buts ont été inscrits, 3 matchs ont été reportés, on rappelle, en raison de la participation de la GS Kabylie en Coupe de la Confédération africaine, mais également du Shabab Riadit Belouizdad et du Mouloudia d'Alger à la Coupe de la CAF. Ces rencontres se disputeront ce lundi après-midi, 14h pour le Paradou Shabab Riadit Belouizdad, 14h30 pour GS Kabylie USMA d'Alger et bien sûr 15h pour Mouloudia d'Alger MC Oran. On rappellera que le match GS Kabylie USMA d'Alger sera retransmis à 14h30 sur Canal Algérie en direct et puis la rencontre Mouloudia d'Alger MC Oran à 15h, ce sera sur TV6. Voilà pour ce qui était de cette 7e journée. Tout de suite, on va aller suivre les résultats, le classement, mais également le programme de la 8e journée qui se déroulera le week-end prochain. Et on se retrouve juste après pour parler équipe nationale. Voilà donc pour ce qui était de ce programme et bien sûr du classement de cette Ligue 1. Allez, on passe à autre chose. On va parler très rapidement de la Ligue des Champions. Vous le savez, les clubs algériens se sont brillamment qualifiés bien sûr au prochain tour, ou plutôt à la phase de poule pour la Ligue des Champions, à savoir le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riadit Belouizdad. Et puis les 2 équipes en Coupe de la CAF, la GSK et l'Entente de Sétif au 2e tour de la Coupe de la Confédération africaine. Le tirage au sort a été dévoilé et bien sûr réalisé ce mercredi et vous allez le voir, les équipes algériennes pour leur part n'ont pas été gâtées par le tirage au sort, surtout en ce qui concerne bien sûr les clubs de la Ligue des champions africaines, à savoir le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riadit Belouizdad, qui vont devoir affronter des clubs de très très gros gabarits. Pour le Shabab Riadit Belouizdad qui se retrouve dans le groupe C, on est en train de voir le tirage au sort en compagnie du TP Mazembe, République démocratique du Congo, des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et d'El Hilal du Soudan. Pour le Mouloudia d'Alger qui se trouve donc dans le groupe D, ils ont hérité de l'Espérance de Tunisie, du Zamalek d'Égypte et des Ténèg du Sénégal, Abdel Nour Kawa. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour nos clubs. Le Mouloudia d'Alger, Shabab Riadit Belouizdad. De toutes les façons, quel que soit le tirage, si jamais on veut aller très très loin en Coupe d'Afrique, peu importe les adversaires contre lesquels nous jouons, il faut montrer que nous sommes capables de pouvoir surmonter ces obstacles. C'est vrai que
Le premier tour a été plus ou moins facile pour nos représentants, que ce soit le CRB ou le Mouloudia d'Alger, puisque ils ont gagné des matchs par de très gros scores. Maintenant, sous cette forme de mini-championnat, c'est vrai qu'au départ, quand on voit le nom des clubs, on se dit tiens, ce sont des clubs qui sont habitués à jouer régulièrement des phases finales de Coupe d'Afrique. Le Mouloudia renoue avec la Coupe d'Afrique et le CRB également après une longue absence. Maintenant, si on veut prouver que nous sommes les meilleurs, il faut se qualifier. Maintenant, il est important de gagner les 3 matchs à domicile, ça c'est sans discussion, et essayer de grignoter une victoire, ça serait merveilleux, mais autrement, essayer de faire au moins 1 ou 2 nuls à l'extérieur. On parle également, Ben Aouda, d'un petit avantage peut-être pour le Mouloudia d'Alger qui aura des déplacements très simples. Alors à l'inverse, le Chabab Riad de Belouizdad, lui, voyagera énormément. Voilà, c'est ça le choix. Il n'y a pas. Il y a pas. Donc, quand on parle de récupération, bien sûr, je vous parle en tant que. Mais je pense en tant que club professionnel, il y a tout un plan qui est derrière et la logistique qui va se faire. Maintenant, si on revient sur les deux groupes, aussi les autres équipes, on a aussi nos clubs. C'est pas uniquement une mince affaire pour le MCA et pour CRB, mais aussi pour le Zamalek, parce qu'en face il y aura du CRB et en face il y a du Mouloudia. Il y a de la qualité. De la qualité, voilà. Ils ont montré. Maintenant, il faut pas qu'on soit fort en Algérie, et c'est ça le défi. Notre défi, c'est être fort dans le continent africain. C'est vrai qu'il y a ces équipes à l'image du CRB, de l'Entente et du Mouloudia qui font sensation au début de ce championnat. Nous espérons que dans cette poule qui démontre de la qualité et qui se qualifie, c'est important pour notre football national. Et voilà, il y a l'équipe nationale A, il y a les clubs qui sont qualifiés. Ça sera une très bonne saison 2021 de voir notre équipe nationale qualifiée pour la Coupe d'Afrique, éventuellement elle est qualifiée pour une Coupe du Monde, et voir une Champions League pour nos clubs, que ce soit le MCA ou le CRB. Et oui, surtout qu'ils rejoignent bien sûr l'ancienne équipe de la GS Kabylie qui a décroché le plus grand nombre de trophées africains, mais également l'Entente de Sétif, à ne pas oublier. Ce sont des clubs qui doivent à tout prix représenter dignement le football national sur le plan continental. En Coupe de la CAF pour la 2e tour, l'Entente de Sétif et la GS Kabylie connaissent leur adversaire pour cette 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine. L'Entente de Sétif devra affronter l'équipe ghanéenne des Ashanti Kotoko, alors que la GS Kabylie sera face au stade malien du Mali. Là aussi, c'est pas facile pour les deux représentants algériens en Coupe de la CAF, l'Entente de Sétif, la GS Kabylie, mais ils sont capables de sortir le grand jeu. Bien sûr, maintenant l'Ashanti Kotoko est connue pour être une équipe qui joue régulièrement la Coupe d'Afrique. Sétif également, par le passé, avait prouvé que c'était une des meilleures équipes africaines. Aujourd'hui, d'ailleurs Abdelkrim l'a dit, il ne suffit pas d'être uniquement bon en championnat national, il faut maintenant prouver au niveau continental que nous avons les possibilités d'être parmi les meilleurs. Donc que ce soit pour Sétif ou la JSK, même le Stade malien, il n'est pas une petite équipe, ça va être très difficile, mais comme j'ai dit tout à l'heure, si on veut prouver que nous sommes supérieurs, il faut gagner les matchs. Et c'est le moment également de faire les turnovers, ce qu'on appelle le turnover dans l'équipe, parce qu'il va y avoir des matchs assez importants pour les coachs. Le moment, l'occasion ou jamais de tenter peut-être d'utiliser des jeunes joueurs qui ne sont pas connus et qui ont cette fougue, cette envie d'aller décrocher cette place dans l'équipe. Bien sûr, Hakim, parce que tout d'abord, il y a un effectif assez riche, et c'est important que l'entraîneur puisse faire un revue d'effectifs pour donner aussi la chance à des joueurs qui récupèrent bien, des jeunes qui peuvent émerger. Et c'est ça le bon entraîneur, c'est comment gérer le banc de touche et aussi gérer les joueurs qui ne sont pas dans les 18. C'est important pour la gestion de l'effort, parce qu'il y aura des grands déplacements, des gros déplacements avec beaucoup d'efforts. Et voilà, c'est très important pour être sur 3 fronts, en Coupe d'Algérie, championnat et
la Champions League ou que ce soit la CAF, c'est de gérer l'effectif, c'est important pour l'entraîneur. Et oui, et c'est ce qu'on souhaite, donc bonne chance à nos 4 représentants lors de ces compétitions. Vous voulez rajouter un truc avant de passer à autre chose? Juste pour dire que concernant l'entente, le CRB et le Mouloudia, ce sont des équipes maintenant qui nous ont habitués depuis un certain temps à une stabilité, que ce soit de l'effectif ou du staff. Ce n'est pas le cas pour la GSK. On va voir avec l'arrivée de la balle. Voilà, il y a un nouvel entraîneur qui va influer plutôt sur l'équipe et donner une nouvelle dynamique. Mais moi, je suis persuadé que les effectifs qui composent les 3 clubs CRB, Mouloudia et Entente sont beaucoup plus riches que celui de la GSK. Donc maintenant, est-ce que la GSK va avoir les ressources pour pouvoir hausser leur niveau de jeu d'un ton pour être meilleur? Ça, l'avenir nous le dira. Et c'est ce qu'on verra, et donc on croise les doigts pour ces 4 clubs algériens. Allez, on passe à l'équipe nationale, puisqu'on va parler des U17, mais juste avant, on va parler bien sûr des Fennecs qui font encore sensation dans leurs clubs respectifs. On voit ça juste après le jingle. Allez les Verts. Allez messieurs, on va jouer question-réponse avec vous. Je commence par vous, Abdelnour Kawa. Ismaël Ben Nasser qui fait son retour avec l'effectif du AC Milan et qui fait sensation puisqu'il a été élu meilleur joueur de cette formation milanaise. Ismaël Ben Nasser qui a eu énormément de difficultés peut-être en début de saison avec des blessures, mais là il revient et peut-être un départ d'Ismaël Ben Nasser vers d'autres cieux. Non, mais là, quand on parle d'Ismaël Ben Nasser, c'est vrai qu'après les blessures qu'il a eues en début de saison, ça l'a un peu éloigné des terrains, mais sa qualité de jeu reste indéniable. C'est un très grand joueur et qui a des perspectives d'aller jouer dans n'importe quel club européen. Donc moi je pense que c'est un joueur qui peut encore aller très très loin dans sa carrière. Eh oui, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Autre joueur qui fait sensation cette fois-ci, c'est du côté du Qatar. C'est Youssef Bellaili Abdelkarim qui vient d'inscrire son 11e but en l'espace de, on va dire, allez, 1 mois et demi. Ça fait 2 mois à peine qu'il est là-bas. Il est impressionnant ce joueur. Oui, il y a la concurrence de Bounja, parce que c'est 2 copains, c'est 2 amis. Et donc, ils sont pratiquement à égalité. Ils sont complices. Voilà, c'est un stimulus pour les 2 joueurs. Tant mieux pour nous et pour notre équipe nationale. Bellaili revient fort. Je pense que c'est un bon choix pour cette première année. Mais nous espérons aussi pour Bellaili d'être dans les grands championnats européens parce qu'il a toutes les qualités pour réussir. Il réussit à Qatar, mais aussi dans d'autres championnats, à l'exemple d'Espagne ou de l'Italie ou bien d'Angleterre. Et ça sera un joueur qui est pétri de qualité. Il a beaucoup sur le plan physique, technique, tactique. Voilà, c'est un joueur complet qui fait rêver beaucoup de clubs. Bounedjah, il a 12 buts, Bellaili 11 buts, ils sont meilleurs buteurs pratiquement, il vient de marquer un quadruplé. Bardad Bounedjah qui n'est plus à présenter, qui nous impressionne. Il est en train de planer au niveau du championnat qatari depuis 2-3 ans. C'est le meilleur buteur du Qatar. Moi, pour revenir un peu à Bellaili, moi je pense que son choix au Qatar est un tremplin pour lui. Je pense qu'il est en train de rechercher un peu, d'être à son meilleur niveau pour pouvoir aspirer à aller dans un club européen et il a les capacités pour. Maintenant, Bounedjah, il a choisi de rester au Qatar. C'est tant mieux. Bon, il est en train de prouver parce que beaucoup de gens disent que le championnat qatari est un championnat très faible. Bien au contraire, puisqu'on voit quand même beaucoup d'anciens grands joueurs européens qui jouent dans ces clubs-là. Et le niveau, je vous assure que ce n'est pas un niveau très faible. Ah bah oui, je sais. Au contraire, donc Bounedjah est en train de prouver sa bonne forme. Bellaili revient et c'est tant mieux pour notre équipe nationale. Oui. Et Andy Delors également, donc pour l'instant qui ne sera pas donc libéré par son club, restera dans son club puisqu'il n'est pas question pour son président de le laisser partir. Andy Delors qui fait également sensation en France, en championnat français. Un club qui sait son cap, c'est-à-dire il a tracé son cap. Pour libérer un joueur, c'est pas évident. C'est pas le cas des fois de nos clubs qui libèrent des jeunes joueurs à 22 ans, 23 ans et qui partent vers d'autres cieux. Donc je pense que la décision du président de Montpellier, c'est très important pour le club, tout d'abord, et aussi pour Delors, parce qu'il se sent bien, c'est le joueur que chaque match, pratiquement, il marque, il a des passes décisives. Et c'est important pour le joueur, pour qu'il puisse
être aussi que le Montpellier sera un tremplin pour d'autres clubs européens. Mais être dans un club structuré comme Montpellier, qui a un grand projet sportif, c'est important pour lui. Alors, juste avant de parler des U17 et de ce tournoi de l'UNAF, Andy Delors. Non, pas Andy Delors. On parle donc encore d'un autre attaquant, puisqu'on est en train de parler des attaquants, on parle que des attaquants souvent. C'est Islam Slimani qui risque... Qui se rapproche très vite, je crois, de l'Olympique de Lyon. Et je pense que ça va se faire, et je le souhaite pour lui. Et on parle également du départ de Belhamri, je pense. Le retour de Belhamri en Arabie Saoudite. C'est possible qu'il puisse retourner. Je ne pense pas qu'il retournera au Shabab, ça c'est certain. Voilà, il vient de le quitter. Peut-être qu'il retournerait peut-être au... Voilà, il part en Turquie, c'est ce qu'on me dit dans la pastille. Merci Youssef. Mais là, en revenant en parlant de Slimani, je pense que ça sera une très bonne chose pour lui et pour nous également, parce que plus on a d'attaquants qui marquent des buts, mieux ça vaut pour nous. Ah oui, il ne faudrait pas que des attaquants en équipe nationale, il faudrait aussi des milieux de terrain et des défenseurs surtout. Voilà. Allez, je disais, juste avant de parler de l'UNAF et donc des U17, le tournoi qui se profile, qui débutera le lundi 18 janvier, donc ici même à Alger. Sachez que le siège du ministère de la Jeunesse et des Sports a abrité mercredi 6 janvier une réunion portant sur l'état d'avancement des préparatifs du CHAN 2022 qu'abritera donc l'Algérie. Donc il a été reporté à 2023 pour cause de pandémie coronavirus, donc en présence des directeurs de la Jeunesse et des Sports et de quelques villes devant abriter cet événement. Le directeur du stade du 5 juillet et du représentant de la Fédération algérienne de football au cours de cette réunion présidée par M. Reda Doumi, directeur des infrastructures au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il a été question de faire le point sur l'état des projets et bien sûr de l'état des stades qui doivent abriter ce CHAN. Bien sûr, il y a tout d'abord, si on parle des U17 ou bien de la CHAN, donc disons, on va entamer la discussion sur la CHAN. C'est vrai, c'est un rendez-vous important pour nos joueurs, pour la fédération et pour le pays, parce que abriter un tel événement est très important par l'image de pays. C'est vrai que l'Algérie, depuis des années maintenant, a lancé un grand chantier concernant le renouvellement des infrastructures, réhabilitation des infrastructures à l'image de Tchaker, Saint-Juillet et autres, à Constantine aussi. Le stade de Douira, voilà. Mais le plus important, c'est ce que l'État a mis à la disposition du MGS et de la Fédération génoise, c'est ces beaux joyaux de stades qui vont être inaugurés prochainement. Et ce sera le stade d'Oran qui est prêt. Il reste uniquement, je pense, que la piste qui entoure le stade, le gazon, mais tout est fait. Aussi Barraqi qui avance très bien, le stade de Tizi Ouzou aussi avance très bien. Donc le fait de reporter la CHAN à 2023, ça va permettre de présenter des infrastructures de haut standing qui reflètent l'image de l'Algérie. Justement, pour ce qui concerne le tournoi UNAF, donc on avait parlé à un certain moment du stade du 5 juillet, mais je pense qu'éventuellement il y aura peut-être Darbaïda, mais pas que le stade du 5 juillet pour abriter les rencontres de cette catégorie, des U19. Non, U17, pardon. Oui, concernant les U17 qui va se démarrer à partir du lundi 18. Lundi 18, l'accueil des délégations, ça va à partir du 15. Il y aura trois pays, l'Algérie, pays hôte, la Libye et la Tunisie. Donc le choix est définitif, ça sera le 5 juillet. C'est une très belle infrastructure avec un gazon qui va permettre à nos jeunes et aux jeunes Tunisiens libyens de voir leur niveau. Et voilà, donc le comité d'organisation mis en place par le président de la fédération, M. Zetché, travaille depuis une longue durée sur toutes les aspects organisationnels, l'accueil, tout ce qui est hébergement, de mettre nos invités dans les meilleures conditions. Inch'Allah, nous espérons que notre équipe, qui sera composée, disons 50% et 50% de joueurs binationaux qui évoluent dans des clubs en France et 15 joueurs locaux qui issus du CRU. Voilà, c'est un amalgame de joueurs. Ils ont fait beaucoup de matchs. La dernière, c'était avec le Sénégal. C'est vrai que deux défaites, mais il faut savoir aussi, c'est très important pour l'opinion publique, que l'équipe du Sénégal, qui sont constituées de 4 académies.
Donc voilà la différence qui beaucoup plus d'expérience. C'est beaucoup de volume horaire. Voilà. Abdelnour, il a parlé surtout sur le volume d'entraînement, mais aussi sur la compétition. Vous savez que dans les grandes nations du football, la moyenne des compétitions, elle est de 35 matchs par an. Pour les jeunes. Hein. Et puis il y a 10 000 heures de formation pour un centre de formation. Et là, c'est la différence qui est importante. Et des fois, on parle de jeunes. Pourquoi nos jeunes, ils ne sont pas compétitifs? Pourquoi on s'est éliminé? Eh bien, il y a des indicateurs très simples pour expliquer une défaite. C'est le cursus de formation de nos jeunes joueurs. Non, parce que moi je suis en train de rire parce que là, il est en train de parler des jeunes et il dit qu'un jeune du doigt le point sensible. Voilà. En moyenne annuelle, un jeune joue à 35 matchs. Nous, on est en train de crier au scandale quand on rejouait au niveau senior professionnel 38 matchs. Alors là, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Très rapidement, les chances de nos petits genoux pour cette... les chances sont égales. Égal. Il y a une possibilité de qualification à la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc. On fera tout. Notre staff composé de M. Rasset et M. Slatné et toute l'équipe, avec aussi la présence du DTN, M. Amr Chafer, le bureau fédéral, tout le monde ici met, Inch'Allah, pour que ensemble, nous pourrons décrocher cette qualification en terre algérienne. Allez, on rappelle, première journée, ce sera le lundi 18 janvier, donc Algérie-Libye. Deuxième journée, ce sera jeudi 21 janvier, Libye-Tunisie. Troisième journée, dimanche 24 janvier, Algérie-Tunisie. Allez, juste avant de terminer cette émission, on vous propose le top but de la semaine, plutôt depuis l'entame de la saison. Il y a 10 buts qu'on a choisis pour vous. On espère qu'ils vous plairont comme ils nous ont plu à nous, au niveau de notre rédaction du service des sports. Je vous laisse les apprécier, on se retrouve juste après.
Voilà donc pour ce top but de C'est l'heure du foot. J'espère qu'il vous a plu. Puis n'hésitez pas sur la page Facebook donc de Canal Algérie de nous proposer éventuellement des buts si il y en a d'autres qui vous plaisent depuis l'entame de la saison. Juste avant de nous quitter, Abdelkarim Bonaouda, on rappelle licence CAF, 2 inspecteurs CAF sont attendus pour la prochaine session qui aura lieu. Et cette formation au niveau de la Fédération algérienne, la licence CAF, très importante aujourd'hui pour les entraîneurs. Bien sûr. Le Inch'Allah du 19 au 24, il y aura la troisième module de la licence CAFRA où il y aura la présence de 2 inspecteurs désignés par la CAF. Et ça sera l'occasion de signer la convention CAF Coaching qui permettra d'ouvrir tous les stages possibles, même entre autres le fameux stage des ex-internationaux. Et pour dire aussi que la DTN, à l'image de, c'est-à-dire M. Amer Chafek en tant qu'instructeur élite, on a fait un grand forcing au niveau de la FACAF pour que ce soit le 3e pays pour ce stage. Inch'Allah, ça sera une bonne chose pour les formations. Bonaouda, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite. Merci. Et bon courage également au niveau de la fédération avec votre poste directeur DTN adjoint chargé donc de la formation et donc de l'élite, si je ne me trompe pas. Abdelnour Kawa, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à Abdelkarim d'être venu. J'espère que il viendra un peu plus souvent parce qu'il y a un truc qui me tient un peu à... Sur la formation déjà. Voilà la formation. L'école, gardien de but. Allez, merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 d'avoir été avec nous aujourd'hui. À leur tête, notre réalisateur Mohamed, mais bien sûr Youssef Issad. Toute l'équipe du service des sports de Canal Algérie. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information de Canal Algérie. Prochain rendez-vous sport sur Canal. Ce lundi, 52 chrono en compagnie de Mokhtar Hamani et puis bien sûr de son consultant Nordin Hani. Ciao, bonsoir.